c'est quand la dernière fois que vous avez eu envie de tout plaquer ? Contrôle fiscal, fin du début d'année. La sentence tombe fin mars, 200 000 €. Moi, j'ai lancé pour la première fois un produit high-ticket et je me suis vautrée lamentablement dans mes ventes. Et du coup, en fait, je me suis juste dit que j'étais super naze. Je fais tout ce taf pour lutter contre la désinformation médicale et on réutilise mon contenu pour faire circuler la désinformation. Je me suis dit, ok, c'est... Il y a une cliente qui m'a dit « Je paye pas 6 000 € pour qu'il y ait une faute dans cet endroit sur le Notion ». Ça m'a fait péter un câble. Les downs, ils viennent quand je suis au bord du burn-out, ce qui m'arrive à peu près 4 fois par mois. J'ai explosé en larmes quand j'ai atteint 100 000 abonnés sur Instagram. Tu regardes mon parcours et tout, les podcasts, les machins, tout ce que je laisse, les petites billes. T'as l'impression que... Tu dis merde, le gars, tu vois, mais alors qu'en coulisses, et je me ratatine non-stop. Quand t'es au creux de la vague... C'est chaud de remonter, tu vois. Moi, j'ai hyper honte et ça me fait beaucoup de peine quand ça se passe pas bien. Et je me sens pas capable de le dire, quoi. Avec mes invités aujourd'hui, on a gagné 1 million d'euros et pourtant, on a eu envie de tout abandonner. Dans cet épisode, on va lever le voile sur l'entrepreneuriat et on va parler de ce moment bizarre où malgré le succès, malgré le chiffre d'affaires, malgré les followers, t'as envie de tout plaquer, de tout lâcher, de tout abandonner parce que ça nous arrive à toutes et à tous, nous, les entrepreneurs. Aujourd'hui, avec mes co-animatrices, co-animateurs, on va te raconter sans filtre toutes nos galères, les traversées du désert, les moments où on a envie de tout abandonner et on va t'aider à composer avec l'échec en entrepreneur, à te relever également et à savoir s'il faut persévérer ou pivoter. Bienvenue dans Solo Nation, le talk show sans filtre des solopreneurs. Solo Nation. Alors, mes chères co-animatrices, co-animateurs, on va commencer direct les pieds dans le plat. Comme ça, on en saura un petit peu plus sur votre parcours et vos montagnes russes d'entrepreneurs. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez eu envie de tout plaquer ? Allez Hugues, je me tourne vers toi, tu seras ma première victime, raconte-nous. Écoute, on tourne il y a 2-3 mois, là, je pourrais dater en réfléchissant, mais je vais pas saouler tout le monde. Mais en gros, contrôle fiscal, fin du début d'année. La sentence tombe fin mars, 200 000 €. Alors que j'avais un petit rescrit du fisc qui, me validait pas le montage, mais l'exonération d'impôts sur lequel j'étais censé avoir. Ok. Finalement, non. Et ça, plus d'autres galères, mais je pourrais raconter ça au fil de l'épisode, c'était le summum où j'ai eu envie de dire vas-y, en fait, je veux une vie comme mes potes, je veux être salarié dans un groupe, je veux faire 9h-17h et je veux pas d'emmerde, quoi. Ça commence fort, non, les filles ? Qu'est-ce que vous en pensez là ? Bam, 200 000 €, ok. Bon, écoute, mes condoléances, on compatit. 198 000 pour être exact, donc okay. Ça change tout. Ça allège les souffrances. Et ils font le prix psychologique aussi chez le fils. Exactement. Pour pas que tu prennes trop cher. Bon, merci pour ta transparence, mais on va voir que c'est ce qui te caractérise pas mal. On va en reparler aussi. T'hésites pas à parler des hauts et des bas. Tu fais du building public aussi. Moi, j'adore ça. Sarah, c'était quand la dernière fois que tu avais envie de tout plaquer ? Pareil, même période, un sale début d'année apparemment pour les entrepreneurs. Moi, j'ai lancé pour la première fois un produit high-ticket parce que, en fait, mon biz tourne très bien avec mes, entre guillemets, petits produits, comme les gens le disent. Mais je me suis fait monter la bourriche comme quoi il fallait aller sur du high-ticket et je me suis vautrée lamentablement dans mes ventes. Ça n'a pas du tout fait l'objectif escompté. Okay. Et du coup, en fait, je me suis juste dit que j'étais super naze. Ouais, donc, je compatis et en même temps, je m'excuse un peu parce que peut-être qu'on a eu plein de conversations comme ça sur le high-ticket. J'étais en train de repenser aux derniers épisodes de Solo Nation où on parlait du prix, monter ses prix, etc. Donc, j'espère que c'est pas à cause de nous. Non, puisque justement, ici, je peux venir pour parler de mes petits produits qui marchent bien et qui me permettent d'avoir ma vie de salarié diversifiée entre mon taf à la stratégie et ma boîte à côté, quoi. Bon, et toi, Océane, c'est quand la dernière fois que tu as envie de give up ? Parce que tu nous viens des États-Unis. Ouais. Alors moi, la dernière fois, c'était il y a quelques mois, quand je me suis rendu compte que quelqu'un avait plagié une de mes newsletters. Une newsletter justement qui est partiellement payante, c'était une édition payante, et qu'elle avait coupé, la créatrice en question avait coupé toute la fin où je recommandais la vaccination, qui sont les recommandations officielles, et en avait profité pour refiler tous ces trucs potions magiques, bullshit, de biohacking dedans. Donc je me suis dit, ok, super, je fais tout ce taf pour lutter contre la désinformation médicale sur Internet, et on réutilise mon contenu pour faire circuler la désinformation. Je me suis dit, ok, c'est double peine, sans fin, quoi. Plagiat plus plagiat, et voilà. Non. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, on voit que c'est quand même dur à encaisser, surtout quand tu es créateur de contenu, quand c'est ton biz, que tu vis de ça, parce que toi, tu as un modèle de newsletter payante.
Donc, c'est pas comme si genre, on se faisait plagier, je sais pas, un post LinkedIn et on s'en fout. Oui, voilà, ouais. Ok, bah écoute, ça commence fort. Alors, moi, la dernière fois que j'ai eu envie de tout abandonner, c'est dans une de mes formations bootcamp. Un peu dans l'excitation du moment. Tu sais, il y a des moments où quand tu fais des formations, ça secoue un peu les gens. Et donc, ils sont un peu énervés par moment de leur business ou de machin, où ça va pas assez vite, ou au contraire, ils font des choses qui leur font peur. Donc, je vais mettre ça sous le coup de l'émotion. Il y a une cliente qui m'a dit « Je paye pas 6 000 € pour qu'il y ait une faute dans cet endroit sur le Notion. » Et donc, ça m'a fait péter un câble, parce que c'est un produit que j'ai créé il y a 5 ans. J'en suis à ma 8e promo. J'ai genre... tu vois un peu le taf que c'est, les formations. Ouais. Des centaines de ressources. Je suis quelqu'un qui fait pas trop de fautes, mais là, je sais pas, j'avais dû oublier un mot dans un machin, et donc voilà. C'est un peu la vie client, quoi. Le petit goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ça, c'est dur, la vie client. Moi, j'ai eu un moment où, vers le début de Power Ta Carrière, où ça m'a aussi un peu découragée. C'est la phase où les gens me disaient si tu penses que c'est si utile que ça pour les femmes d'avoir ces outils dans leur carrière, pourquoi tu les fais payer ? Et ça devrait être gratuit et disponible gratuitement. Ça fait mal aussi parce que tu vois la logique du raisonnement, mais c'est ultra pervers aussi parce que, en fait, en plus, c'est personnel, ça t'attaque personnellement. Ah bah oui. Et surtout que toi, justement, tu milites pour que les femmes soient payées à leur juste valeur. Exact. Donc, ça vient un peu trigger des trucs chez toi qui sont hyper désagréables. Ouais. Ok, j'adore. Bon, merci pour votre sincérité. Déjà, c'est rafraîchissant. Racontez-nous aussi, si vous osez, bien sûr, votre dernière banane, vos derniers échecs, les derniers moments, même anodins comme ça, où vous vous êtes dit, ça me fait péter un câble, c'est trop dur d'entreprendre, c'est trop dur, le business en ligne. Racontez-nous dans les commentaires, on va prendre le popcorn et on viendra avec nos petits mouchoirs aussi vous consoler et vous dire qu'on n'est pas tout seul. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement que nous n'avons pas été les seuls à échouer. Les entrepreneurs, finalement, c'est les rois de l'échec. Pour ça, on va jouer un petit jeu introductif. On va parler des échecs qui tuent chez les entrepreneurs. C'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit drapeau. Les drapeaux de la Solo Nation sont sortis. Prenez la couleur que vous voulez. Quand vous levez le drapeau, c'est que je sais que vous avez la bonne réponse. On commence facile avec 7 individus, 7 entrepreneurs. Je l'affiche à l'écran pour ceux qui nous écoutent en podcast. Alors, levez le drapeau si vous pensez savoir un échec important sur lui. Alors, Elon Musk, patron notamment de Tesla. Alors, je triche parce que je suis dans l'industrie de l'automobile. Il a complètement chié le développement du Cybertruck. Du coup, la voiture fait très, très, très peu de ventes avec énormément de rappels, ce qui coûte une fortune. Donc, c'est presque le moment, justement, où tu aurais intérêt à larguer les amarres, lâcher le modèle, arrêter de la produire. Et donc, toi, tu dis qu'il a trop persévéré, en fait. Il commence à être à la phase où il a trop persévéré et connaissant le têtu que c'est et plein d'autres choses pas très agréables, il va continuer à s'enfoncer dans sa connerie. Bon, en tout cas, voilà, il est symptomatique un peu du fou qui échoue jusqu'à ce que ça marche. C'est ça qui en fait une figure, je pense, emblématique aussi des entrepreneurs. Donc, Tesla est à 2 doigts de la faillite en 2008. SpaceX enchaîne 3 échecs de lancement. Et Musk est quasiment ruiné. Et après, rebond. 4e lancement de SpaceX réussi, pile au moment où les fonds manquent. Donc là, il y a un peu la chatte de l'entrepreneur qui intervient. Sa stratégie, ce qu'on peut en retenir pour nous, c'est qu'il a osé brûler les navires. C'est-à-dire que, pour le coup, il va à fond dans son truc. Alors après, engagement total, aucune porte de sortie. Alors ça, c'est qui tout double comme stratégie. Oui, et c'est pas parce que... Enfin, il y a un peu le coup classique aussi d'imaginer que parce que c'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu sais, ta bonne étoile est toujours avec toi. Lui, il faudra qu'il fasse gaffe quand même parce que son bon ange, là, il l'a déjà mis au burn-out, quoi. Très bonne idée. Allez, on continue. Avec cette femme entrepreneur dans le domaine des médias, est-ce que vous la reconnaissez ? Ouais. Alors, Hugues ? Oprah Winfrey. Ouais. Tu dirais que c'était quoi son... Aucune idée. Toi, tu penses que sa réussite ? Non, je sais juste qui c'est. Ça, oui, sa réussite, mais je connais pas son parcours. J'avais entendu parler du fait qu'elle s'était fait refuser des programmes, je crois, au début de sa... Il n'y a pas des mecs qui l'ont dit, talk show, c'est naze, ça marchera jamais. Alors, comme ça. c'est ça. Elle a été virée de son premier job à la télé. Et écoutez, ce qui est génial, c'est pourquoi. Dans les années 70, elle a été renvoyée de son poste d'animatrice parce qu'elle était trop impliquée émotionnellement dans ses interviews. Et donc, la magie, c'est qu'en gros, ce qui peut te faire mettre à la porte aujourd'hui peut être ta marque personnelle et ton business de demain. On en avait parlé, rappelez-vous, dans le premier épisode de Solo Nation, où on avait dit « Nos pires défauts de salariés font de nous les meilleurs entrepreneurs ». Donc, si ça vous arrive, désespérez pas. Peut-être que vous n'êtes juste pas sur la bonne chaîne, dans le bon créneau. Allez, on va continuer avec un 3e entrepreneur qui est français. Enfin, je crois. Attends.
Alors, pas sûr que vous le connaissiez. Je connais pas. Ah non, je connais ok. pas. Alors, je vais vous donner la solution parce que son histoire, elle est dingo. Ok. Alors, Denis Chalumeau, promo vacances anéanti par les attentats du 11 septembre. Alors là, ce qui se passe, en 2001, il s'apprête à vendre Promo Vacances, qui est donc un énorme groupe à l'époque, pour 200 millions de francs. On était encore en francs. Sauf que il y a les attentats du 11 septembre qui provoquent un effondrement du marché du tourisme. Donc, ça rend la vente complètement impossible. Donc là, il est niqué, il ne peut plus vendre. Il est contraint de céder l'entreprise pour 1 euro symbolique. Et écoutez bien, il rebondit ensuite avec succès en développant seloger.com. Bam, 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 Chapeau. qu'il introduit en bourse en 2006. Voilà. Ça, je pense que c'est ce qu'on adore aussi comme Très fort. histoire, Ouais, très, très très fort. Je pense que moi, je serais encore le moral dans Ouais, mes c'est clair. chaussettes, en fait. Donc, quelle résilience, quand même. Les montagnes russes, là. Voilà. Ça, c'est fort. Hein. Mais ce qui est fort en plus, c'est qu'il a eu la confiance de se dire, comme j'ai été capable de monter un Ouais. truc qui marche, je dois être capable de faire la même chose, quoi. Et là, ce qu'il faut se rappeler, la leçon pour nous, les solopreneurs, c'est que les compétences qu'on développe, elles partiront jamais. Donc, même si ça foire, même si vous avez envie d'abandonner, moi, je sais que demain, je perds mon podcast, je perds tout. Là, c'est la mode en ce moment. Si je recommençais à zéro, qu'est-ce que je ferais ? Je peux refaire la même chose, en fait, et peut-être même plus rapidement que ce que j'ai mis comme temps pour développer le board en 5 ans. Allez, cet entrepreneur maintenant, qui est assez emblématique aussi des échecs entrepreneuriaux. Donc, c'est une Américaine, je pense. Elle te ressemble Désolé. un peu. Désolé, j'ai Moi, pas. j'ai une Alors. culture d'entrepreneur. Je Je pense que, par contre, l'histoire, vous la connaissez. C'est une actrice, non? Whitney Wolf Heard, virée de Tinder, harcelée et fondatrice de Bumble. Ça, c'est une histoire de femme puissante L'histoire comme est tu les aimes. Tu la connais un petit peu, l'histoire ? Oui, en fait, c'est assez bien résumé dans ton titre, mais en gros, c'est ça, quoi. Elle était harcelée dans sa boîte quand elle travaillait pour Tinder, mais en fait, elle avait développé des fonctions un peu clés chez Tinder et elle était harcelée. Quand elle a voulu parler contre son harcèlement, ils l'ont tège, quoi. Ouais. Truc très légal. Et en fait, elle a monté Bumble en se disant, il y a plein de femmes qui sont harcelées aussi dans les relations amoureuses, je vais monter une appli de dating safe ou plus safe. Exactement. Et donc l'idée, c'est en fait, toutes les features qu'elle connaissait de Tinder, elle les a développées, plus le côté safe, et ça a cartonné. Elle a fait un produit antagoniste et qui marche très très bien. Et donc, elle a transformé son trauma en une vraie mission. Et du coup, je pense que c'est ça qui rallie aussi. Et c'est une autre façon de faire du dating. Et ça lui a ouvert un marché énorme. Valorisation en 2021 à 13 milliards de dollars. Tranquille, Ah ouais. nickel. Solide. Je pense qu'elle a bien fait la nique aussi, Ouais, ses franchement, ex-cofondateurs. bien rattrapé. Et en plus, je crois qu'elle aura quand même pris un peu de pognon Ouais, après bien sûr. dans un procès, donc c'est pas mal, quoi. Évidemment. Bon, allez, le dernier est trop facile. Trop facile. Allez. Jobs. Allez. On peut pas faire une émission d'entrepreneuriat sans mettre Steve Jobs. Steve hein, Jobs. c'est sûr. Plusieurs échecs. Il en a des persos. Je pense que déjà, sur son lit de mort, il te dit qu'il a trop bossé et qu'il s'il devait refaire, il referait pas pareil. Donc ça, je pense que c'est assez fort quand même. Parce que ça veut dire que finalement, des fois, on se tue à la tâche et peut-être qu'à la fin, on regrette. Et après, surtout, il est viré d'Apple. Et en fait, après, on le rappelle parce que ça part en sucette et il revient, quoi. Du coup, entre-temps, il a dirigé Pixar. Et donc, je pense que moi, je me suis noté que quand tu utilises des compétences d'ailleurs, parce que tu as été obligé de fermer ta boîte, de changer, etc., tu deviens doublement meilleur. Je pense que sa créativité, la simplicité, la beauté, le design, c'est aussi des choses qu'il a développées là-dedans. Et peut-être il serait resté dans une boîte de geeks, tu vois, depuis le début. Il serait peut-être pas autant remis en question et tout. Donc, voilà, c'est beau, on verse notre petite larme. J'espère que vous êtes avec nous, que vous comprenez que l'échec, ça forge aussi de nouvelles compétences. Bon, bref, j'espère que ce petit moment échec, ça vous a plu. Ça va, c'est pas si pire, hein, les 200 000 euros Non, c'est rien. par rapport à Promo Vacances, là. Ah, c'est Easy. rien, non, c'est rien. Il avait, Je il avait rigole. 3 0 de plus. Bon, voilà, racontez-nous aussi, vous, qu'est-ce que ça vous fait vivre un petit peu ces situations-là, comment vous vous sentez vis-à-vis de l'échec. Et on va justement attaquer le débat du jour. Pourquoi, en fait, on a envie d'abandonner, même quand tout réussit, quand on est entrepreneur? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour supporter ces traversées du désert? C'est parti. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est tout à fait contre-intuitive. Parce qu'au départ, en préparant l'émission, je me suis dit, on va parler des coups durs. Quand ça va pas, on a tous envie d'abandonner. Voilà, mais c'est un peu classique, en fait. On en a tous, on les surmonte. Mais le plus surprenant, dans la plupart des parcours entrepreneuriaux, c'est que souvent, les entrepreneurs ont envie d'abandonner au moment où ils ont tout réussi. Alors, ils atteignent un certain objectif de chiffre d'affaires, le fameux million que toi, tu as largement dépassé, Hugues. Comment ça se fait que quand on atteint son objectif, on est plus dedans, quoi? Je l'ai eu. Je l'ai un peu toujours. Mais en fait, moi, je m'étais fixé de faire 1 million en 12 mois dans la vente de formation en ligne. Chose que j'ai réussi à faire sur la première année, donc objectif atteint. Mais après,
l'appétit vient en mangeant, donc t'as envie de faire plus. Ah, ok. Mais moi, où j'ai eu un petit down, c'est plus sur le côté plaisir au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais un énorme plaisir déjà à découvrir un nouveau milieu que je connaissais absolument pas et à tout documenter en ligne. Et là, ce qui m'anime, c'est toujours ce qui me suit depuis des années, c'est le build-in public, c'est la documentation. Je faisais une saga et t'arrives au bout, t'as l'impression que t'as un peu fini ton bouquin. T'avais clôturé le chapitre, quoi. Ouais, après, du coup, j'ai continué, mais là, tu vois, je publie beaucoup moins en ce moment parce que je suis moins animé, parce que je publie, j'ai besoin d'être animé parce que je crée comme contenu pour le faire. Et là, en fait, je continue à donner quelques insights pour les gens qui sont dans le monde de la formation en ligne, pour leur donner un petit peu les billes du moment et en tout cas ce que nous, on teste, ce qui marche pour nous, ce qui marche pas et tout. Mais j'avoue que ce côté d'avoir achieve le 1 million, en gros, je me dis, je vais pas documenter pour faire 2. Enfin, tu vois, après, c'est pareil. Il n'y a pas une notion de. Et je ferai pas 10, où là, pour le coup, ça demanderait de changer d'envergure. Je sais que je pourrais pas le faire dans ce que je fais. Donc, voilà. Donc, ouais, là, j'ai eu un petit down. Et là, je cherche un renouveau. Donc, du coup, je pars sur. J'essaye de faire des nouveaux projets. J'aimerais repartir sur un logiciel informatique et recommencer à faire le 0 to 1, mais en mode SaaS, abonnement. Allez! J'aime ça. Mais du coup, j'ai pas eu le Trijas down. volume 2. La saga de l'été, c'est reparti. Mais après, niveau financier, non, je veux pas faire le faux modeste en mode non, je fais mon million. Oui. Tu vois, non, en vrai, tu as toujours envie de faire plus. Pour le coup. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, d'un point de vue monétaire, c'est comme un jeu, tu vois, c'est un Monopoly, tu as fait 1, après, tu veux faire 10. Ok. Ouais, mais entre l'envie de le faire et la lassitude aussi, tu vois, de cette course aussi au toujours plus. Océane, ça t'est déjà arrivé d'atteindre un objectif et du coup de te démoraliser ou de te dire j'ai envie d'abandonner? Non, moi, le contraire, c'est plutôt... j'ai tendance à me dire, ok, quand j'atteindrai cet objectif-là, je vais ralentir. Et en fait, je l'atteins, je dis, ouais, non, plutôt quand j'atteindrai celui-là, je vais ralentir. Ok, non, celui-là. Et en fait, du coup, je ralentis jamais. Moi, mes downs, ils viennent plutôt quand parce que je suis mon pire manager. Hein. C'est horrible. Je suis mon manager toxique. J'ai quitté Saria, mais j'ai quelqu'un dans ma tête qui me dit tout le temps, fais plus, fais plus, fais plus. Et les downs, ils viennent quand je suis au bord du burn-out, ce qui m'arrive à peu près 4 fois par mois. et là, ça vient dire quand je vois que j'arrive plus à avancer la journée, que je suis plus efficace. C'est plus ça en fait, la charge de travail que je me mets. C'est plus ça que l'objectif. En fait, l'objectif, non, j'ai toujours envie de faire plus. Je suis toujours animée par ce que je fais. Et au contraire, même, j'ai tendance à me dire, oui, quand j'aurai matché mon ancien salaire, c'est bon, maintenant, tu pourras souffler un peu. Et en fait, non. J'ai toujours envie de rajouter des trucs. Je dis, mais ça, je pourrais faire ça. Et c'est pas une question de financière. C'est plus une question de... J'ai envie d'aider encore plus les gens et de faire encore plus de trucs. Et en fait, j'ai toujours plein d'idées. Toi, tu as une vision qui te dévore trop, quoi, presque. Oui, voilà. Parce que si tu avais un cap de chiffre d'affaires, en fait, presque, tu pourrais un peu lever les pieds. Et je regarde, j'ai aucun... j'ai pas de finance, j'ai pas de business model, j'ai rien. C'est vraiment, je suis à la one again tout le temps. Je suis la solopreneuse qui est juste... moi, je mise tout sur la valeur. Je crée de la valeur pour les gens et ça marche. Oui. Mais c'est vrai que je vais pas te dire à la fin de l'année je vais faire tant de chiffre d'affaires, j'en sais rien du tout. Ouais, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas le syndrome de l'objectif atteint, parce que ça veut dire quoi de la valeur? La valeur, c'est infini. Les gens, ils vont consommer ton contenu de façon infinie, donc tu pourras jamais te prouver que tu es au bout de ta quête. Non. Donc il y a un peu les deux. Le fait d'avoir une quête, de l'avoir fini trop tôt. Bon, tu es là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je m'ennuie. Et de pas avoir de quête aussi. Sarah, ça t'est déjà arrivé, toi, de te dire, bon, ça y est, j'ai atteint mon truc, ça m'amuse plus? J'ai explosé en larmes quand j'ai atteint 100 000 abonnés sur Instagram. Mais c'était plus le côté, j'y ai pas du tout cru. Et mon mec voyait le truc arriver, en plus, il me disait, ça monte, Sarah, on va pouvoir fêter ça dans quelques jours, quoi. Je lui disais, non, ça n'arrivera pas, ça va s'arrêter avant. Et lui était là, putain, il va se passer un truc. Et il s'attendait pas à ça parce que j'ai vraiment explosé en larmes. Donc, tu vois, le syndrome de l'objectif atteint, il est chelou chez moi parce que... Décompression un peu. Ouais, mais c'est pas non plus que j'étais genre hyper heureuse. C'était beaucoup de disbelief, quoi. J'y croyais pas du tout. Un genre de sens de la responsabilité, qui m'est un peu tombé dessus bizarrement. J'ai eu peur. Mais je rejoins Hugues et Océane sur le truc de... C'est un peu comme un jeu. Et quand j'arrive à voir le côté, la phase positive de genre, c'est un jeu, je vais essayer de gagner la partie et tout, ça va. Et ça me drive et ça me fait aller de l'avant. Mais des fois aussi, j'ai vraiment la peur énorme, quoi, de perdre, en fait, quoi. Mais c'est vrai que peur de perdre, ça c'est évident, et peur de la responsabilité, moi c'est pareil. Je suis là dans le pyjama dans mon salon, je fais mon petit truc, et après je me dis, putain, ça a été lu, écouté 5000 fois. Et là je commence à bader en me disant, qu'est-ce que j'ai dit, tu vois. Enfin, tu vois, il y a ce petit côté, en fait, notre petite création à nous, notre petit business à nous, et on voit avec l'ampleur aussi que ça peut faire caisse de résonance et commencer à nous faire un petit peu gamberger sur les conséquences. Et pour ça, même dans le positif, parce que même quand je reçois des messages des fois de gens qui me disent, franchement, je trouve ça encore aberrant tellement c'est énorme, mais
Et il y a des gens qui disent ouais, tu m'as changé ma vie parce qu'en fait, je suis allée négocier mon salaire et du coup, j'attendais de gagner mieux ma vie pour avoir un enfant et maintenant je suis enceinte. Et je me sens de faire ça. Et je me dis, j'ai pas signé pour ça. Après, genre, trop de responsabilités, quoi. Moi, j'avais prévu que les gens ils gagnent un peu plus de pepettes et c'était cool, tu vois. Je me rendais pas compte que ça allait impliquer des trucs énormes, quoi. Juste pour resituer, pour publier une newsletter, chaque édition, moi, ça me prend plus de 50 heures. Vache. Et les gens, ils voient le produit fini. Donc, ils se disent, c'est bon, je vais lancer une newsletter, c'est trop bien, ça marche. Je vais l'écrire 1 heure par semaine. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a toute la biblio, le tri des infos. Moi, je pars d'un Word de 100 pages et j'en fais une newsletter. Ok. Faut imaginer que c'est le niveau de biblio, de recherche. Et à chaque fois que j'appuie sur envoyer, je l'ai relu, je pense, 150 fois. Et j'attends, parce que je ne me couche pas, parce que j'envoie toujours à minuit, vers minuit, heure floridienne. Donc ça arrive 6 heures du matin en France. Et j'attends les premiers commentaires avant d'aller me coucher parce que ça me stresse. Je ne dors pas. Sinon, je me dis, si j'ai fait une bourde, je veux le savoir avant de me coucher. Parce que je ne vais pas la laisser en ligne, je vais la modifier avant de... C'est pour ça que je te vois si tard sur Instagram. Je vois que tu es une couche tard aussi, toi, dans tes stories. Et si je suis pas la seule. Ouais. Et si je vois un message qui dit « Ah, merci, machin », je dis « Ok, c'est bon, je peux aller. » Tu peux se coucher, merde, dur pour toi. Bon, en tout cas, comme vous le voyez, même ceux qui réussissent à plein tube sont dans le doute, d'accord. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, c'est peut-être ma deuxième question pour vous. Comment ça se fait qu'il y ait autant de honte sur l'échec, l'abandon, le doute entrepreneurial, alors que, justement, je vous montrais ces figures-là, on est censé glorifier l'échec et nanana, et on dit qu'entreprendre, c'est échouer. Il n'y avait que des Américains, il y avait un Français, mais au final, il voulait vendre à des Américains. Enfin bref, en vrai, c'est parce que c'est très français, mais dans d'autres pays, il n'y a pas de honte à échouer. Hein. C'est vrai? Tu dirais que c'est vraiment français? Ah ouais, c'est très français. J'ai pas fait le tour du monde non plus, mais partout où je suis passé, il n'y a pas trop de honte à échouer. Ça fait partie d'une logique, quoi. C'est juste que nous, en France, je sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais échouer, c'est super mal vu. Ouais, d'ailleurs, on a fait un épisode sur l'expatriation avec des solopreneurs, et dont vous, mesdames, qui entreprenez dans d'autres pays que votre pays d'origine. Vous partagez ça, le fait que c'est un truc que franco-français? Ouais, moi, j'ai jamais eu honte de l'échec. Je fais du building public dans le sens où moi, je suis tout le temps en story sur Instagram quand je vais pas bien. Hier, j'avais une migraine énorme, j'étais allongée. Je mets une photo de moi en migraine ou avec. Je veux dire, ça ne me dérange pas de montrer les faiblesses aussi, que c'est pas tout rose, que c'est pas. Ok, j'ai démissionné l'année dernière et maintenant je fais ça à temps plein et tout va bien. Non, les gens ils savent que je suis fatiguée, que je travaille trop, que je galère, que mes enfants sont malades et que je dors pas. Mais je trouve que c'est normal ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vraie vie. Et ça, je suis vraiment je défends le fait qu'il faut montrer les choses telles qu'elles sont, être authentique avec son audience, pas prendre les gens pour des... Toi, t'es comme nous avec Hugues. Je pense que tu t'es mis en mode building public, peut-être un peu aussi pour te protéger de... Ouais, et puis je trouve que ça fait partie de une question de confiance aussi. Les gens, ils me font confiance sur certains trucs, mais alors du coup, il faut pas que je leur cache qui je suis vraiment et qui... Tu vois, les filtres Instagram. Si je mets des filtres, c'est juste pour quand je vais avoir une tête bizarre, mais pas pour enlever mes cernes, quoi. C'est juste pour quand je me moque des gens. Toi, c'est bien, les cernes, ça renforce l'autorité de ta newsletter qui est quand même scientifique. On veut que tu travailles et que tu lises toute ta biblio pour nous faire une super newsletter. Sarah, quel est ton rapport à l'échec? Moi, j'ai super honte et en plus, pourtant, je vibe complètement avec ce qu'elle dit, Océane. C'est-à-dire que je veux pas donner cette impression. C'est particulier en plus parce que comme je parle à des femmes salariées, je veux absolument pas que, elles se disent que en fait, moi, j'y suis arrivée mais que je suis un cas chelou et que c'est pas possible. Ce serait ni bon pour mon business, ni bon pour ma mission et mon message. Et aussi, je veux pas leur donner l'impression justement d'être une superwoman et que tout est possible en 3 claquements de doigts et une fausse impression. Et donc, du coup, la vulnérabilité, la fatigue, parler de mes crises d'endométriose, de la peur d'échouer, etc., ça me pose pas problème. Par contre, si je me plante ou si j'ai l'impression de me planter ou si j'ai l'impression d'être en retard, parce que moi, la motivation extrinsèque, elle est très présente. Hein. Il y a des comptes que j'ai arrêté de suivre parce que ça me fait trop de peine. Ouais, ça me fait trop de peine de me dire un tel, il a réussi à faire ça et moi, j'en suis encore là. Et en plus, comparaison à la con parce que je suis pas à plein temps sur mon business, mais je me compare avec des gens qui sont à plein temps quand même, tu vois. Mais moi, j'ai hyper honte et ça me fait beaucoup de peine quand ça se passe pas bien et je me sens pas capable de le dire, quoi. Et je me dis, c'est vraiment ce truc de la peur de tout perdre, quoi. En fait, jusqu'à maintenant, c'était un coup de chance et le miracle s'arrête maintenant. Les gens vont se rendre compte, tu vois, tous ces trucs-là qui sont pas faciles. Mais du coup, c'est pernicieux parce que tu vas peut-être pas au bout de tes idées.
Ça t'est déjà arrivé d'abandonner des trucs par peur ou par honte? Tu disais avant la fin d'un lancement ou d'un truc comme ça? Ouais, alors pas trop, parce qu'il y a une moitié de mon cerveau qui... C'est peut-être un peu, le côté course automobile. Il y a une moitié de mon cerveau qui est à 350 dans le virage et qui se dit « t'inquiète, ça passe ». C'est vraiment quand je me prends le mur, pour le coup, que c'est difficile, quoi. Et que je me dis « oh, regarde, je suis nulle ». Et en plus, j'adore les gens qui font du building public. Je trouve ça hyper intéressant à lire et tout. Moi, ça correspond pas à ce que je fais, à ma mission, donc c'est pas le cas, mais... Je trouve ça hyper intéressant. Et dans le même temps, voilà, c'est le truc où je me compare et du coup, ça se passe mal dans ma tête, mais c'est pas la faute de ceux qui partagent. Hein. Et le truc qui est difficile avec ça, c'est que du coup, t'as l'impression que t'es toujours en retard sur plein de jalons. En plus, t'as les classements à la con qui font que ça fait encore plus cet effet-là. Tu vois, je suis trop vieille pour être 30 under 30, tu vois, parce que j'ai 34 ans. Donc, tu sais, t'as des trucs un peu comme ça, en plus avec des classements, avec des âges, des trucs qui font que tu te dis, ça y est, là, je suis trop vieille pour tel truc, j'ai pas été acceptée dans tel programme et bientôt je serai trop vieille pour le faire. Écoute, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que l'échec, il est vraiment relatif. Et je me disais en préparant cette émission, c'est surtout l'échec par rapport aux autres, non? Parce que si personne voyait notre échec, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu parles de comparaison, de comment vont tes concurrents, de classement. Comment, Hugues, tu le vis, toi? Bon. J'imagine que dans ton parcours entrepreneurial, toi, t'as eu plusieurs boîtes, t'as revendu ta boîte, etc. T'es passé par des moments. Comment t'as géré cette partie un peu, entre guillemets, honte d'échouer? Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu tout l'opposé de Sarah. J'adore, mais après, j'aime bien échouer dans mon perso et tout, tu vois. Par contre, sur le public, je le montre jamais. Enfin, ou le moins possible. Parce qu'en fait, pour moi, le storytelling, ou en tout cas la com, il faut que ça soit millimétré. Dans le business, et j'ai une vision très long terme jusqu'à 60 ans, ça serait de mentir, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je me projette à 60 ans et je veux pas non plus glorifier l'échec, j'en ai pas honte, tu vois, donc moi je peux échouer à balle dans mon quotidien. D'ailleurs, ma famille, mes proches, eux ils se disent mais attends, mais depuis qu'on te connaît t'as fait genre 30 trucs, tu vois. Et moi en fait c'est parce que je vois une vision entrepreneuriale de 40 ans et chaque truc c'est pas grave, ça reste un truc, l'entrepreneuriat, point final. Peu importe si je vends des lunettes, je fais du dropshipping, drop servicing, une agence, une start-up, je lève des fonds, pas de fonds. Tu vois. Peu importe, je m'en fous. À chaque fois, ça gravite dans le même écosystème. C'est entreprendre et arriver finalement à chaque fois à connecter les points pour arriver au bout là-bas. Donc en public, si tu regardes mon parcours et tout, les podcasts, les machins, tout ce que je laisse, les petites billes, t'as l'impression que tu dis merde, le gars, tu vois, alors qu'en coulisses, et je me ratatine non-stop. Mais par contre, j'essaie de pas trop... en parler, tu vois bien, c'est un peu paradoxal parce que je l'assume et je dis aux gens n'ayez pas peur, mais par contre c'est vrai que je suis pas non plus à vouloir le glorifier et tout parce que je suis intimement convaincu que si tu veux, les opportunités, elles arrivent parce que tu as toujours des gens au-dessus qui te regardent, qui détiennent des opportunités et qui regardent ce qui s'agit en dessous et qui viennent les donner aux meilleurs. Tu vois. Donc tu veux faire un peu en quelque sorte du signaling, ça c'est un truc, c'est-à-dire montrer que ça te réussit pour attirer la réussite plutôt que de montrer que t'échoues? Ouais, je pense qu'il y a un espèce de cercle, il y a un espèce de cercle vertueux comme ça. Et j'ai vu des gens, quand t'es au creux de la vague, c'est chaud de remonter, tu vois. C'est chaud de remonter. Et c'est pour ça que le mec qui a fait sa boîte 200 millions et qui la vend pour 1 euro, de réussir à refaire un coup comme ça, respect parce que c'est dur, tu vois. Donc moi, je me dis, tant que tu surfes la vague, commence pas à t'amuser, à documenter tes side business que tu testes en rigolant et de commencer à dire « Ah, j'ai encore échoué, parce qu'en fait, tu passes un peu pour un mec qui échoue, tu vois. Et même si c'est pas grave, de le véhiculer et tout, j'en ferai pas la promotion. Par contre, moi, en coulisses, donc dans la vie perso, je passe mon temps à échouer, tu vois. Est-ce que c'est pas plutôt valable, ça, ce genre de truc en B2B? C'est possible. C'est peut-être très propre B2C, à mon domaine, tu vois. C'est peut-être aussi selon ma vision, parce que moi, je veux revenir sur le B2B. Typiquement, les annonceurs, ils kiffent pas trop, je pense. Tu peux pas dire « Ah, j'ai foiré mon année, j'ai perdu la moitié de mes followers ». Enfin, c'est sûr que quand t'as un business model influence ou média, c'est chaud. Ils ont besoin que tu sois confiant vis-à-vis de ta propre réussite et de la leur aussi, quoi. Ouais, il y a plein de trucs. Et ce qui va dans la direction de ce que dit Hugues, c'est que tu nous as listé plein de gens tout à l'heure qui ont des grosses plantades, mais on entend... Enfin, ils les ont quand même vachement lissés en dehors de leurs histoires. Hein. Exactement. C'est-à-dire que Elon Musk, c'est le mec qui a jamais rien raté, il a toujours tout réussi, c'est un génie, machin. On peut facilement, entre nous trois, citer 4 plantades, mais bizarrement, dans l'histoire officielle, ce qu'il a vraiment écrit et ce qu'il est resté, il en est resté surtout le mec qui réussit tout, quoi. C'est ça. Alors moi, je rebondis un peu sur toi, B2C, là, et j'ai entendu un concept qui pourrait peut-être te parler. C'est la preuve de labeur. Donc, la preuve de labeur, c'est quand tu dis aux gens « Regardez, j'ai mis 8 heures à écrire ce guide et j'espère que ça vous aidera. »
c'est de nature à augmenter leur tolérance, voire même à ce qu'ils le téléchargent, à ce qu'ils te soutiennent. Donc je me demande si tu fais pas presque plus ça, c'est-à-dire en gros renforcer la valeur de ton travail en montrant combien il te coûte aussi ce travail, ou peut-être pour te dissocier du succès facile de ce qu'on imagine d'un créateur en ligne. Et puis je crois que c'est parce que aussi j'ai jamais, en fait, comme moi je suis tombée un peu dans l'entrepreneuriat et le soloprenariat par hasard, parce que j'ai créé ce compte Instagram et après j'ai créé un produit, mais j'ai jamais vraiment eu d'échec entrepreneurial. C'est vraiment moi les seuls échecs avec lesquels j'ai du mal actuellement, c'est parce que j'ai pas d'équipe vie pro, vie perso. Et c'est ceux que je documente. Mais sinon, j'ai pas d'échecs à parler. Et donc c'est vrai que oui, c'est plus preuve de labeur. Oui. C'est clair que mes échecs sont plus liés à mes nuits courtes et mon temps de travail allongé qu'à... Moi, je pense que tu as besoin de déléguer un peu, non Mais je délègue, mais... En fait, le problème, c'est quand tu as une expertise qui est aussi pointue et compliquée, et c'est très, 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 très difficile de trouver des scientifiques qui savent vulgariser et des vulgarisateurs qui ont l'expertise scientifique. Ça, honnêtement, c'est très difficile. Tu dois pas crouler sous les candidatures, toi, quand tu fais une offre en freelance. Cherche virologiste. Et c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui viennent même me voir maintenant et qui me demandent « Oui, j'aimerais bien faire de la vulgarisation, mais je sais pas comment m'y prendre. » C'est très difficile parce qu'en fait, on apprend très bien à communiquer entre scientifiques, avec de langage scientifique, mais on n'apprend pas à communiquer au grand public. Et les journalistes scientifiques, il y en a certains qui sont scientifiques, mais la majorité ne sont pas scientifiques, ou n'ont pas, en tout cas, le niveau d'expertise qu'on a. Et c'est très difficile de leur demander ensuite d'aller chercher un niveau de granularité que j'ai dans mes newsletters, au même niveau, et de savoir lire des études. Quoi. En tout cas, par rapport à comment vous vous situez sur l'échec, moi, je communique pas mal aussi en building public. Je parle aussi de mes échecs, mais je pense que je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi, Hugues. Moi, le côté larmoyant des mecs, j'ai tout raté, machin, ça me tend. Je suis là, mais pourquoi vous faites ça ? Et en plus, l'image que ça renvoie, c'est t'es un mec, t'es un loser. T'as pas envie de bosser avec des mecs qui font que tout foirer. Par contre, dans le building public, je te coupe, mais vas-y. Je suis hyper transparent, donc entre guillemets, dans une réussite à faire 1 million à l'année, j'ai foiré plein de trucs. Voilà, et ça, je suis hyper à l'aise à en parler parce que ça fait un peu, j'ai réussi, mais j'ai pas tout, tout n'est pas rose. Mais c'est aussi que moi, je suis assez repoussée par le marketing larmoyant. Parce que des fois, tu te demandes sur certains... Parce que tu vois, tout est une image et là, comme c'est millimétré, et tu te demandes à quel point, des fois, il n'y a pas des gens aussi qui font du marketing un peu... Exactement. S'il vous plaît, regardez-moi, quoi. Et puis après... Moi, ça marche pas avec moi. Ceux qui font ça, vraiment, moi non plus, moi non plus. Puis surtout quand c'est coach business qui foirent leur truc et qu'après, ils vont te faire du coaching business, ça, je comprends pas. Ça, tu vois, du coup, j'ai envie de dire... ça, c'est compliqué. Moi, je ferais presque, quand je conseille aux freelances, je leur dis, vous décortiquez une mission client qui a réussi en montrant quand même 2-3 points d'amélioration pour montrer que vous êtes justement du top level intellectuel, que vous êtes même capable, même quand ça réussit, d'aller encore plus loin. Mais vous ne montrez pas évidemment la pire mission où tout a foiré, le client vous a détesté, vous n'avez pas atteint les objectifs. Enfin, personne ne fait ça. C'est une question de bon dosage aussi. C'est comme les influenceurs. Moi, je suis plus dans l'influence. Les influenceurs qui se montrent en train de pleurer, faire des réels et tout. Enfin, j'ai envie de dire, tu penses à prendre ton téléphone quand moi, je ne pense pas. Tu vois, autant je fais une photo avec mes cernes juste pour montrer, parce que d'un autre côté aussi, moi, je fais des vidéos humoristiques à la base. Voilà. Donc, je peux pas. C'est aussi une façon parce que les gens, ils ont l'impression que je suis tout le temps en train de rigoler, que ma vie, c'est super fun, etc. Donc, quelque part, je contrebalance aussi en me disant, regardez la vraie vie derrière l'écran, c'est aussi ça, quoi. C'est que je suis crevée, je suis fatiguée, cette semaine, j'ai pas envie de tourner, donc j'ai pas de maquillage, et c'est comme ça. Mais voilà. Sinon, j'ai une petite technique pour vous, peut-être si vous nous écoutez, sur comment on communique sur ces échecs et tout. Moi, je fais de l'enfouissement positif, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils oublient vite, en fait. Tu dis, par exemple, on lance un bootcamp à telle date. Ton bootcamp, il se vend pas, mais personne ne sait. Enfin, tu vois, en fait, on s'en fout. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont passés à autre chose. La date, elle est passée. Donc, pourquoi tu viens me dire, j'ai eu 0 vente sur mon bootcamp. Moi, quand je vois ça, je me dis, ok, super. J'ai pas du tout confiance dans ta vibe, dans ton truc. Donc, voilà. Et moi, je dis, on n'a pas toujours besoin de parler des trucs, tu vois. Après, par contre, les décortiquer pour soi, sans en faire des caisses, en se disant, qu'est-ce que je devrais mieux faire la prochaine fois pour éventuellement demander à ses clients en privé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu devais venir, tu m'as dit non finalement. Enfin voilà quoi, donc la stratégie de l'enfouissement. Sur Internet, tout est oublié en 24 heures. Voilà. Et quand tu floppes en général, c'est parce que personne n'était là, donc personne l'a vu. Exactement. Souvent tu floppes en silence, quoi. Exactement. Mais un truc aussi qu'on m'a dit récemment par rapport à ce que tu partages pas, parce que moi je suis pas trop à fond dans le partage, donc j'essaye d'apprendre. Je suis inspirée notamment par les sessions qu'on fait ici, la thérapie collective Soul Nation. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil qui, moi, m'a vraiment parlé, c'est de dire, tu partages, c'est scars, not scabs, donc tu partages tes cicatrices, pas les plaies purulentes, tu vois. Donc en fait, il faut que le truc il soit un peu passé aussi des fois, pour que tu puisses dire...
Parce que déjà, toi, t'es pas dans l'émotionnel, t'es pas au bout de ta vie, etc. Et du coup, tu peux partager un truc sur lequel t'as digéré. Et donc, ça a de la valeur pour les gens parce que tu vas avoir quelque chose à raconter sur ça a pas marché pour telle raison, par exemple. Alors que, justement, les gens qui pleurent, c'est vraiment le côté purulent, exposé à tout le monde. Je me demandais aussi en t'écoutant, Océane, si finalement, les juges les plus sévères, c'est pas nous-mêmes. Parce que toi, tu disais, je suis mon pire manager, mais en fait, tu te mènes un train d'enfer. C'est ça ton c'est quoi? C'est le syndrome de l'imposteur qui fait que tu as l'impression de rien réussir au standard que tu t'es fixé? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème parfois de nos échecs? Oh, si, c'est clairement... moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un dans ma tête avec un fouet qui est en permanence en train de... Allez, vas-y, avance. Et c'est vrai que j'ai toujours l'impression que ça va s'écrouler. Ça veut dire que... Moi, en plus, c'est très pervers parce que moi, j'ai une newsletter payante, donc je vois les abonnés gratuits, les abonnés payants. Et ça fait toujours comme ça, tu sais, t'as toujours ce qu'on appelle les stochastiques variations. Mais au final, la tendance, elle est toujours à la croissance. Mais si tu zoomes, tu vois les petites tu vois ceux qui se descentes. désabonnent quand tu envoies une newsletter, par exemple? Oui, je vois. Ça fait mal, ça. Surtout, et dès que je perds 3 abonnés payants, je suis là, ça y est, c'est arrivé, le moment où ma vie s'écroule, et c'est aujourd'hui. Et voilà, j'étais sûre. Enfin, tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est que t'es sûr que t'es un imposteur, et tout le monde va le découvrir. Et voilà, c'est aujourd'hui. Tout le monde a découvert, j'ai perdu 3 abonnés. Et après, le lendemain, ça remonte, non, c'était pas aujourd'hui, en fait. Je comprends, c'est la même sur Instagram. Toutes les c'est horrible, semaines. faut jamais regarder les données en dessous de 30 jours. Si tu Faut regardes à 7 dézoomer. jours, t'as envie de crever, en fait. Ah ouais, moi, j'ai pas assez d'abonnés pour Mais parce que avoir t'as envie de des crever. semaines où ça monte. Et puis, comme disait Océane, en fait, t'as Ouais. des semaines où ça monte, t'as des semaines où, en fait, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as Ouais. produit comme contenu dans la semaine parle pas trop, donc ça descend. Ouais. Et là, tu dis, c'est bon, le miracle est terminé. Ouais. C'était it ça. was good while it lasted, et maintenant, on est out, Ouais. quoi. Un petit conseil pour lutter contre ça, là, ce côté objectif irréalisable, syndrome de l'imposteur? Dézoomer, je pense que c'est important. De temps en temps, de se rappeler d'où on est parti, où on est arrivé, tout ce qu'on a fait tout seul, parce qu'on en a fait du chemin quand même, et se poser. Mais moi, je suis très nulle à ça. Je suis très bonne à vous donner des conseils, mais par contre, quand je suis je vais spiraler, je vais dire, mais non, je suis une grosse merde. Mais moi, c'est pour ça que je fais du building public, je pense, parce que ça me fait du bien. Je regarde en arrière et je suis là. Et là, rien que l'année dernière, mes épisodes de podcast j'en sais rien, moi, mes premiers 100 000 euros scalables, et je suis là, quand même, cool. Tu vois, en fait, c'est purement pour notre propre besoin psychologique, quoi, pour apaiser notre santé mentale. Ou appeler un pote. Ou un pote qui connaît un peu le parcours. Moi, j'ai 2-3 copains qui m'aident un petit peu, qui sont plus des entrepreneurs depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et je laisse un vocal, je dis... Enfin, je pleure pas, mais je dis, en gros, ça va pas cette semaine, j'ai fait que de la merde, nanana. Et puis, elle me dit, ça suffit, arrête, regarde où t'en es. Ça fait 1 an que t'es dans cette newsletter, tu en vis déjà. Je dis, oui, c'est vrai, t'as raison. Okay, j'arrête. Ça, le accountability partner, mais Ouais. de la bienveillance, c'est hyper C'est important. ça. Faut que t'en aies même 3-4, sinon tu saoules le même mec et il vient me fou, tu vois. Mais si t'en as 3-4, et comme ça, les gars, ils peuvent te rappeler que tu leur as fait le même coup la dernière fois au début du lancement. Et... C'est clair. Bon, venez dans les commentaires, on vous consolera, on vous a dit, on est ensemble. Nous aussi, on a ces moments de down absolu. Et racontez-nous un petit peu ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous avez des potes, d'ailleurs, qui vous consolent quand vous échouez ou quand vous avez envie de tout abandonner? On veut tout savoir. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à un autre gros dossier. Après les objectifs atteints, l'échec, j'ai envie qu'on parle de est-ce qu'il faut persévérer ou pivoter? Telle est la question épineuse face à laquelle de nombreux solopreneurs freelance se retrouvent coincés. C'est parti. Alors ça, on me la pose tout le temps cette question. Hugues, je me tourne vers toi, qui a testé plein de business models différents. Est-ce que tu as des moments où tu t'es dit, là, c'est bon, je lâche, ou au contraire, des moments où tu t'es dit, là, ça a l'air mal embarqué, mais il faut que je persévère. Et comment on arrive à sentir cette fine limite entre les deux états qui ont pourtant deux issues complètement différentes? Très bonne question. Franchement, j'aurais pas de réponse exacte à donner, mais je pense que le plus dur, c'est au tout début. Quand tu commences à entreprendre et que tu pars de zéro, tu sais, t'as du mal à ressentir les choses, savoir si ça marche, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc maintenant, avec le recul, dès que je teste des trucs, je vois tout de suite s'il y a une traction, s'il y a une demande, il se passe quelque chose, tu vois. Comment tu vois d'ailleurs? Parce que ça, moi aussi, je l'ai senti. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une traction? Par exemple, prends un exemple concret récent. Là, tu vois, on est sur un projet de logiciel. On l'a pas lancé, on est même encore en discussion. Est-ce qu'on s'associe à 3, à 4, machin bidule? Mais au moins, nous, déjà, on est clients de notre truc. On le teste pour nous-mêmes. Ça marche pour moi. Je l'ai parlé à 2-3 potes. Ils disent, juste sur la valeur perçue, ils comprennent tout de suite l'impact. Ok, je vais installer ça. Ok, c'est pas un coût. Finalement, je le vois comme un investissement. Boum, boum, ça. Tu dis, ok, il se passe quelque chose. Tu vois, c'est palpable. Donc, tu as envie de creuser. Le problème, c'est que justement, l'erreur de base, je trouve que quand tu es débutant, c'est que tu as l'impression que tu vas révolutionner le monde avec une idée. Tu vas en parler à personne. Et du coup, tu pars bille en tête, comme un fou.
Et en fait, comme t'en parles jamais, tu te confrontes jamais à ton marché. C'est un peu ce qu'on disait aussi dans d'autres épisodes où tu veux pas te confronter à ton marché parce que ça fait mal d'aller toquer à des portes, de prendre des noms, prendre ton téléphone, etc., de faire du call, etc. Donc en fait, tu fais des flyers, tu fais des posts Instagram et tu te dis, je comprends pas. T'attends que ça... Mais en fait, là, la limite, elle est très faible entre obstination et persévérance. Il y en a beaucoup des entrepreneurs, malheureusement, qui tombent dans l'obstination et qui... faudrait qu'ils sortent, mais après, par ego aussi, par fierté, ils veulent pas sortir, parce que ça renvoie un échec aux autres. Donc on en revient à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent pas aussi l'échec, donc ils préfèrent crever que de se dire, ok, les gars, j'ai tenté, je suis arrivé au bout du chômage, j'ai en plus perdu des thunes, c'est comme ça. Non, ils se disent, tu sais quoi, je continue, je peux plus payer, mais ma femme elle va me larguer parce que du coup, je suis devenu un boulet, mais je continue, je finis dans ma caisse. Mais en vrai, il y en a des histoires comme ça, tu vois. Non, mais je rigole, c'est terrible. horrible. Mais ça s'appelle le coût de la perte irrécupérable. C'est quand tu as mis trop d'argent ou trop de temps dans un truc, tu veux plus jamais changer. Et moi, je le vois tellement. Ça, c'est de l'ego. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans le monde. Il faut énormément. accepter d'avoir, en gros, de pas avoir d'ego et se dire, mais c'est ok, c'est normal en fait. Quand tu fais du vélo, t'as 3 ans, c'est juste qu'on s'en souvient plus, mais on s'est fracassé plein de fois, mais on est remonté parce qu'on n'avait pas cette vision d'adulte de dire, je passe pour un con. Et je pense qu'il y en a trop qui sont concentrés sur c'est quoi l'image que je vais renvoyer, mais en fait, tu t'en fous parce que si en plus, où t'as personne pas te marché, regarde. personne te connaît. Non, mais Exactement. c'est ça, j'allais dire. En fait, t'as pas besoin de te retourner pour savoir qui te regarde. Personne te Il y a juste regarde. tes proches, ta famille, 3-4 potes, et si c'est des potes, ils vont te dire c'est pas grave, tu te relèveras et puis c'est terminé. On passe à autre chose. Pensais à un truc pendant que tu parlais. Je trouve qu'une bonne façon de pas se retrouver dans cette situation, c'est de pas faire son truc en chambre, quoi, enfermé dans son garage pendant 2 ans sans voir personne. Et je pense que nous, on a eu cette technique-là, peut-être d'aller parler à nos cibles sur les réseaux sociaux, prendre des cafés, etc., pour créer un produit adapté à elles ou à eux, au lieu d'attendre bêtement de trouver son market fit, mais sans jamais rencontrer aucun client. Je pense que l'idéal, c'est de développer d'abord son audience et après de développer un produit qui répond aux questions de son audience. Parce qu'en fait, quand on a une audience... Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais salariée j'ai commencé mon compte Instagram en 2021 et j'ai démissionné l'année dernière. Donc, j'ai fait 3 ans des deux. Mais à force d'avoir des DM de gens qui me posaient tout le temps les mêmes questions, en fait, tu sais ce qu'il faut après créer. Tu sais les questions que les gens se posent et donc tu sais exactement ce qu'il faut cibler pour répondre. On va mettre à l'écran quelques-unes de tes newsletters parce que je trouve qu'elles sont particulièrement bien trouvées. Les titres, etc. Et ça sent que vraiment, tu es dans la vraie vie des gens, quoi. Pas les questions que se pose un scientifique, non, mais les questions qu'on se pose tous les jours. Genre, je sais pas, je me rappelle des trucs, c'était ça vient d'où les verrues, tu vois, des trucs comme ça. La crème solaire aussi. Le linge, c'est celle qui cartonne le plus. Le linge, trop bien. L'hygiène du linge, alors ça. Comment tu laves bien, moi j'adorais. C'est dans la vie des gens de tous les jours et en fait, t'es pas allé chercher trop loin, t'as pris ce que ton audience voulait et c'est ça qui te crée un produit aujourd'hui dont tu peux vivre. Alors, totalement d'accord, c'est le Graal, mais c'est quand même pas si simple d'avoir l'audience et de... Oui, ouais. Effectivement, toi, c'est ce qu'on a vécu, je pense, un peu toutes les trois. Moi aussi, cofinancé par le salariat. Nickel, salarié diversifié. Hop, tu as ton salaire, tu as le temps de trouver ton audience à perte. Mais c'est vrai que c'est la voie royale dans le sens où c'est le plus dur est fait, parce que le plus dur, c'est d'avoir une audience. Et après, une fois que tu as un produit qui répond aux questions de ton audience, alors en fait, finalement, j'ai pas besoin de marketing, j'ai pas besoin de ads, rien. Moi, en organique, ma newsletter, elle se vend toute seule. Après, c'est bouche à oreille qui fait tout. Et en fait, une fois que tu arrives à une certaine croissance, mais en fait, après, le truc, à moins que tu commences à faire n'importe quoi, il grandit tout seul. Il n'y a pas trop... ça, j'ai pas besoin de payer des gens pour... je fais pas de pub, j'ai pas besoin, quoi. Moi, un truc qui m'aide, c'est peut-être un raisonnement très ingénieur. Donc, attention, ce spoiler alert, les ingénieurs sont dans la place. C'est d'avoir une hystérésis et un délai. Donc, une hystérésis, c'est quand tu as un seuil bas et un seuil haut et que tu franchis pas t'as pas le même résultat selon ce que tu franchis. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils se mettent un objectif, ils disent « je veux faire 10 000 euros par mois », tu vois. Et du coup, ça veut dire que si t'es en dessous de la valeur, t'as échoué. Si t'es au-dessus, t'as réussi. C'est hyper sharp, tu vois. Donc 10 001, c'est une réussite. 9 999, c'est un échec. En fait, avec une hystérésis, t'évites ça. Tu te dis, en dessous de 2 000 euros par mois, dans 6 mois, j'arrête. Parce que ça veut dire que j'y arrive pas et que ça marche pas et j'abandonne mon truc. C'est pas la bonne idée, c'est pas le bon moment, c'est pas ce que je voulais faire, etc. Au-dessus de 10 000 euros par mois dans 6 mois, putain, en fait, j'ai carrément un truc qui marche très très bien et je suis hyper excitée. Et entre les deux, la zone grise où tu réfléchis, tu vois comment tu peux améliorer les choses, tu vois si tu as toujours envie de continuer ou quoi. Mais je trouve que d'avoir un délai et 2 seuils, ça t'aide à déterminer ce que ça veut dire un échec et une réussite. Et il faut... Quand tu as un seul seuil, tu as l'échec et la réussite qui sont mariés et collés. Ça rend le truc hyper confus, quoi.
Et c'est hyper intéressant. Et tu vois, Aline Bartoli, qui est aussi dans Solo Nation, elle disait ça dans un de ses podcasts, l'objectif BMW. Donc BMW, c'est bien. Bien, mieux, et waouh. waouh. Et moi, je trouve ça cool parce que c'est pas noir ou blanc. Et effectivement, ce qui pose problème, je pense, aux gens, c'est qu'il y a un peu des trucs bien, il y a un peu des trucs à chier dans leur business model. Et du coup, ils savent pas trop. Par exemple, j'ai pas de clients en freelance, mais bon, du coup, j'ai du temps pour m'occuper de mes enfants. Ouais, mais du coup, c'est un peu chiant parce que t'as quand même pas assez d'argent, tu vois. Donc, comment repérer? Un regard extérieur aussi, tu peux demander à un autre entrepreneur ou quelqu'un de plus senior de jeter un œil à ton business model et voir s'il n'y a pas un truc qui... Si le mec, il dit arrête... Oui, ça c'est clair. Mais j'allais dire, on le voit beaucoup mieux chez les autres que chez nous. Oui, bien sûr. Et donc c'est fou, moi j'ai dû voir passer au moins 300 business models de solopreneurs. Je peux te dire tout de suite si ton truc qui va dans le mur ou pas. Et alors moi je vais faire un guess comme ça sur le plateau. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. J'ai l'impression qu'il y a juste des gens qui aiment bien souffrir, qui aiment bien être dans le côté l'entrepreneuriat, c'est du grind. Faut souffrir. Alors, je te regarde pas, Océane, parce que toi, tu réussis quand même. Donc, tu souffres un peu, mais ça va, t'es quand même bien. Non, mais tu vois, ce côté un peu, ça nous colle à la peau. D'ailleurs, on avait fait un épisode là-dessus sur est-ce qu'il faut souffrir pour entreprendre. Et on avait fait l'épisode sur l'argent aussi, où on s'était dit qu'une des croyances, c'était si je souffre pas, je mérite pas ma thune. Oui, du coup, il y a des gens qui se sentent obligés de. Faut que les couteaux ils tordent, faut que ça aille mal. Moi, je suis team bisounours à fond. Quoi. On peut kiffer, on peut faire un truc qu'on aime, on peut gagner de l'argent. On peut ne pas être détesté pour ça. Qu'est-ce que t'en penses, Hugues? Je suis d'accord, mais juste à un certain niveau. Je pense qu'au début, quand même, le 0 à X, ça dépend le palier que tu veux, il est dur quand même. On va pas se mentir, il est dur. Mais je sais pas si c'est... Je balance ça comme ça, mais ce que tu disais, Sarah, pour la deadline, moi, je m'étais dit, j'ai du chômage, j'ai 2 ans. Allez, je prends 2 ans, je me tords. Je sais pas si c'est une bonne façon de faire ou quoi, mais je pense que en fait, c'est très dur de réussir sur son premier projet. Les gens, ils se disent, tiens, je vais tester une idée. C'est soit ça marche, soit ça marche pas. Ça marche pas, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, je suis nul. T'as raison. Mais en fait, moi, je me suis lancé dans une start-up. On mangeait des cailloux quand on était une marketplace, on voulait concurrencer Uber. Heureusement qu'on m'avait pas dit que ça serait impossible, sinon j'y serais jamais allé. Et il s'avère que oui, c'était pas possible. Ou en tout cas, on n'a pas réussi. Mais en attendant, je fais du market, j'ai appris à faire communiquer, LinkedIn, tu vois, tu connectes des points, tu rencontres des gens, mais au début, ces gens-là, ils te servent à rien parce que tu n'as rien à leur vendre, mais ils voient que tu as faim, ils voient que tu te bouges. Moi, c'est ce que j'appelle la zone de mouvance, tu vois. C'est en gros, tu es en action, tu rencontres des gens, tu travailles, tu documentes en public. Les gens voient que voilà, tu as faim, tu es un petit jeune, tu n'as pas juste quitté, tu n'es pas juste au chômage pour jouer à la play. Toi, tu bouges et tout. Et puis des compétences qui te serviront plus tard. Tu capitaliseras dessus à ton 2e, 3e business. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai une start-up. Je gagne pas ma vie parce que je suis sur un modèle marketplace, mais par contre, je documente sur LinkedIn et pas que c'est en 2019, il n'y a personne qui crée du contenu sur LinkedIn, on est 10 en France, donc je crée une audience et il y a des gens qui viennent me voir en mode mec à côté, tu t'écrirais pas des posts pour nous comme ça, en mode t'écris mes posts, moi je suis CDO d'une boîte qui marche bien, écris-moi des posts que j'ai pas le temps. Il n'y avait même pas de nom pour ça. Et en fait, maintenant, ça s'appelle le ghostwriting. Le mec a inventé la niche. Et c'est pour ça que quand je te dis, moi, je vois un chemin à l'entrepreneuriat, je ne sais pas où ça me finira. Est-ce que j'aurais fait une boîte en bourse ou est-ce que je serais solopreneur en Chine? J'en sais rien, tu vois, je m'en fous en fait. Ce que j'aime, c'est le chemin. Mais il y en a qui voient trop, genre, c'est une case, c'est une boîte. Et ça doit marcher comme ça. Mais en fait, tu peux juste commencer là. Mais ce qu'il faut, c'est juste avoir envie de réussir et se donner les moyens. Et en fait, peut-être que tu as réussi, tu vas pas être là, mais avec les compétences que tu as acquises là, parce que tu as fait du dev et tout, tu avais monté une appli, en fait, ton app, elle est pourrie, mais par contre, tu es devenu un énorme crack en dev, après, tu deviens freelance en dev, et là, boum, tu es à tes 10K par mois. Mais ce que tu dis, c'est la zone de mouvance, c'est ce côté à se mettre en mouvement aussi. Exactement, il faut être en mouvement, moi, je dis souvent aux gens, en freelance, surtout, freelance, c'est très facile de pivoter. T'as pas un site internet, t'as pas une équipe, t'as pas un marketing, t'as pas des ads. Donc, en gros, tu changes ton titre sur LinkedIn, tu trouves d'autres clients, point. Et les gens ne bougent pas. Non. Et je leur dis, pivoter au lieu de vivoter. Tu vois, il y a des gens, ils restent avec des clients chiants, qui payent pas, alors qu'à côté, il y a des nouvelles niches qui se créent tous les jours. D'ailleurs, dans Solo Nation et à la fin de cette émission, on vous en donnera aussi, on vous en donne 4 idées pour faire du business et gagner de la thune. À chaque émission, ça ne manque pas. Là, il y a la niche IA, il y a plein de niches où aller en freelance et des fois, tu as envie de dire, mais mec, si tu faisais un tout petit pas de côté, tu gagnerais tellement plus facilement ta vie. Et juste pour vous dire aussi, moi, j'ai fait 3 pivots avant de trouver une offre en freelance où j'étais payée super bien pour faire un truc qui me durait 1 heure et j'étais payée 2500 € pour animer des webinars B2B et trouver des clients hyper qualifiés en mixant mes compétences de podcasteuse et de sales. Mais tu vois, ça m'a pris 3 pivots avant d'arriver. Avant, j'ai essayé de vendre des trucs dans du Web3, ça a foiré complètement. Ensuite, j'ai essayé de faire des formations B2B. Enfin, tu vois, et les gens, ils se rappellent que de toi qui as réussi et ils se disent « Ah bah, c'est pas pour moi. Elle a trouvé tout de suite son match. » Mais
on l'a pas trouvé tout de suite en fait, Non. notre, Puis, ça se notre trouve, on l'a match. toujours pas trouvé, tu vois. Ouais. On sait pas. Non. Moi, je C'est suis ça. partisan du connect de dot. Tu mets des points au début, ça Ouais. n'a pas de sens. Même toi, tu sais Mm. pas trop. Même les gens de l'extérieur, ils savent pas. Et puis un jour, tu vois, il y a un million de planètes. Et là, par exemple, sur mon projet SaaS, tu vois, j'ai réfléchi. Je me dis, putain, j'ai l'impression que j'arrive à un niveau là de Ouais. maturité business où j'ai l'impression qu'il y a Go. tout ce que j'ai fait depuis 10 ans qui viennent se connecter dans ce projet. Et ça se trouve, en fait, ça va être un giga flop. C'est pas grave. Et le truc qu'a dit Hugues, c'est le truc qui, pour le coup, paradoxalement, me console le plus. C'est je me dis, pas avoir ta carrière, c'est ma première boîte. En moyenne, les gens, ils en plantent 3 avant de trouver ce qui... Donc j'ai l'impression que celle-ci, c'est un peu le brouillon, tu vois. Je te dis ça, si ça s'arrête demain, je vais chialer parce que il y a le côté aussi premier amour. Et Bien j'en sûr. ai parlé une fois à un autre entrepreneur qui m'a dit « Ah ouais, moi, ma première boîte, j'ai mis 2 mois à ne serait-ce que vouloir parler de ça et tout, Ouais. parce que j'ai l'impression que mon chien était mort, quoi. Mm. Mais du coup, en fait, il m'a dit ouais, tu t'en remets, quoi. Même ton chien, il meurt, c'est triste et tu t'en Non, remets, mais quoi. c'est sûr. Mais je pense, voilà, ça vous est arrivé de devoir abandonner un truc ou pas Moi, non, ça va. Après, ça fait pas longtemps que je Pas encore. fais ça. Mais non, ceci dit, j'ai l'impression quand même que ça revient à ce que disait Hugues aussi. C'est qu'à chaque fois, on connecte les dots un peu et on améliore. Moi, j'essaie d'améliorer mon produit actuel. Et j'ai l'impression, par exemple, si je regarde mes premières éditions d'il y a 1 an, je suis là, waouh, c'était vraiment merdique ce que j'écrivais. Alors, je trouvais ça génial à l'époque, que je trouvais ça trop cool. Et donc, chaque mois, j'ai l'impression que j'améliore le produit, c'est de plus en plus fini, c'est de plus en plus quali. Et donc, finalement, en fait, c'est sans fin. On peut toujours Parce que améliorer son t'as truc. ta quoi. traction, donc voilà, toi, t'es sur la rampe où justement, faut persévérer. C'est ça Ouais. la différence en vrai. C'est est-ce que vous avez une traction? Et moi, souvent, je parle de niche fertile, donc je parle d'un marché en croissance, un persona qui a de l'argent et un truc qui vous fait kiffer. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'as pas un de ces 3 trucs-là, Non. typiquement, moi, le Web3 à l'époque, c'était en croissance et après, ça s'est pété la gueule pour l'IA. Du coup, ça servait à rien. Je pouvais vendre tous les services que je voulais, il n'y avait pas de thunes. Voilà, et je trouve aussi ce qui nous plaît. Parce que C'est ça, Ouais, c'est hyper important. freelance Pas- aussi, moi, j'en avais marre de faire de la prospection et c'est ça qui a accéléré ma transition. Ça vers- rend vers le board. travail plus supportable aussi quand tu Exactement. bosses. Quand t'es dans le dur, là, qu'il faut cravacher. Bon, racontez... Après, je trouve qu'il Ouais. faut avoir aussi un côté savoir faire le dos rond, tu vois. Faut pas juste Oui. parce que Pas juste abandonner au moindre je sais pas, contrariété. j'en sais rien qui vraiment on est et tout. Je sais pas s'il y a pas de classement ou quoi. Mais on dit ça avec où on en est. On est à un petit niveau. Il y en a qui sont bien plus hauts, mais par rapport à peut-être d'autres gens, on a une capacité à peut-être avoir plus encaissé pour arriver là. Moi, par exemple, tu vois, les vidéos astuces, j'en fais depuis 1 par jour depuis 5 ans. C'est long. Et j'en ai plein derrière. Mais je continue parce que je sais que ça alimente toute la machine derrière. Mais si je m'écoutais en mode kiffeur, ça ferait belle lurette, je ferais plus ça. Mais C'est à un moment ça. donné, tu as un château, tu peux pas enlever la carte en bas parce qu'elle te saoule. Tu la gardes et tu essaies de te dire, bon, le château, Ouais. comment je vais le consolider ailleurs avant de pouvoir l'enlever celle-là. Et je pense qu'il y a des gens qui s'écoutent trop aussi, malheureusement. En France, on est dans le pays de l'écoute, machin. Et c'est en mode, genre, je teste un truc, non, Ouais. ça va pas marcher. C'est Ou bon, l'objet brillant et tout, mais t'as raison. Ouais, et là, l'objet peut-être tu as introduit à un une moment autre donné, notion qui n'est pas tout faut y à aller, fait comme la persévérance, c'est la discipline aussi. Discipline. Et tu Ouais, vois, mais la discipline fait mal. discipline- C'est là où tout à l'heure je disais, sur le début, Voilà. faut savoir se faire mal. Je suis pas trop d'accord en mode, il y a du kiff et tout après quand t'as mis la base. Mais tu vois, les commandos, les stages commandos, ils rigolent pas. Par contre, une fois qu'ils sont commandos, c'est peut-être plus chill. Ils vont à la salle, ils courent et tout. Mais avant pour passer le stage, c'est comme l'entrepreneuriat. Il faut te déchirer. Je connais pas un mec qui est arrivé, qui a testé une idée, il a fait 4 millions, il a la Ah non. Faut pas romantiser l'entrepreneuriat. non, mais c'est ça, sûr, c'est t'as sûr, raison. c'est Parce que- important. Je pense que c'est en fait ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'en gros, comme tous les autres sujets, souvent c'est nuancé. Parce que à l'opposé, t'as les têtus là, qui pensent que parce que justement là, ils vont devenir Delta ou Navy Seals là, et ils s'acharnent sur des trucs qui marchent pas, et t'as envie de leur dire lâche putain, enfin, tu vois bien que t'es en train de tenir avec, je sais pas là, les os des mains tellement il y a plus de doigts, tu vois. Et ça c'est trop, c'est abusé. Franchement, je vois pas mal de mecs, c'est un truc de mec d'être têtu comme ça. Ah, c'est dans l'ego comme tu dis l'obstination, aussi. tu ouais, vois. peut-être. À l'opposé, c'est clair que des fois, je vois des gens abandonner un business en mode ça me plaisait plus, je me sentais plus de le faire, du coup j'ai lâché le truc et je vais aller vers une autre idée. Et t'as envie de leur dire, il n'y avait pas autre chose à faire que le lâcher. Genre, je sais pas, tu revends, tu t'associes avec quelqu'un qui du coup va être au quotidien dans le truc et puis toi tu vas être dans ton autre truc à côté. La revente, ou- tu sais que moi, ça me fait du mal au cœur. Je vois des podcasts ou des blogs abandonnés. Et je suis là, mais meuf, mec, ça fait 5 ans que tu ponces ton truc de niche là. Et que tu reprends un taf et du coup, tu vas rien en faire. Alors que ça se revend. On a parlé dans, tu sais, les meilleurs business pour entreprendre en cachette, là, les side business.
Il y a des sites qui se revendent, il y a des sites internet, il y a des funnels de vente, il y a des communautés qui peuvent se revendre. Donc voilà. le côté, tu vois, si t'as un truc qui fonctionne, t'as pas le droit de le lâcher. C'est peut-être un peu vénère parce que si vraiment tu détestes le truc. Là, c'est la hustle culture trop. Et puis tu tombes dans le truc de Steve Jobs. J'ai trop travaillé, j'aurais dû vivre ma vie, tu vois. C'est un peu relou. Mais à l'opposé, c'est peut-être pas aussi binaire. Genre, soit tu l'abandonnes, soit tu persévères et tu te fais du mal. Peut-être qu'en fait, il y a une solution, tu vois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le reprendre pour toi, quoi. Mais grave. En tout cas, demander un avis extérieur. Je pense qu'on est là pour ça aussi, la Solo Nation. Nous, on se retrouve toutes les 2 semaines et on kiffe parce que c'est le bureau des pleurs. C'est la thérapie de groupe, comme tu disais, Sarah. Ça nous rassure aussi. Ça nous permet de nous sentir moins seuls et parfois d'éviter de prendre certaines décisions qui sont des conneries, quoi, carrément. Et puisqu'on parlait de projets abandonnés, tu me fais une parfaite transition parce que dans la rubrique Qui veut du CA cette semaine, on vous a sélectionné 4 projets qu'on a nous-mêmes abandonnés. On va savoir pourquoi. On en avait marre, ça nous saoulait ou on a pivoté. Mais ce sont des projets qui sont pourtant très rentables. On va vous donner cette idée pour que vous puissiez vous aussi lancer un business qui cartonne en ligne. C'est parti. Allez, c'est le moment de vous faire gagner de l'argent parce qu'on parle d'abandon, on parle de pivot. Justement, tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour que vous relanciez un business qui marche mieux, qui soit plus facile. Vous pouvez gagner de la thune, prendre du plaisir. Voilà, que sais-je, tout ce qui nous fait kiffer, nous, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est parti pour Qui veut du CA. Et cette semaine, j'ai donné une contrainte à mes chères co-animatrices, co-animateurs. C'est que je vous ai demandé une idée de business que vous avez, vous, abandonné. Parce que déjà, certains ont déjà pas mal de bagages. Donc voilà, des pivots, on en a fait. Alors que cette idée, elle avait du potentiel. Donc c'est bon, vous avez réfléchi à un truc là. On vous la sert sur un plateau. Et puis, be my guest, si vous voulez tester le truc. Je pense qu'on est quasiment sûr que ça va très, très bien fonctionner. Il y avait déjà peut-être un début de traction. Alors, qui veut commencer ? Océane ? Allez, c'est parti. Alors moi, je sais pas si ça va rapporter de l'argent. Honnêtement, moi, je suis toujours très dans l'utilité publique et compagnie. Donc, mais je sais que j'ai beaucoup de demandes sur LinkedIn de scientifiques qui aimeraient apprendre la vulgarisation. Donc ça, c'est une idée que j'ai garée sur un parking pour reprendre l'image de Sarah tout à l'heure. Mais en gros, c'est de créer des formations pour les scientifiques, les médecins, donc plus vraiment les pros de santé, pour apprendre à vulgariser. Parce que ça, c'est vraiment le chaînon manquant quand on apprend, on fait des études de sciences, on n'apprend pas du tout à parler au grand public. Moi, je vois une énorme niche fertile parce que je me dis, tout le domaine de la création de contenu, c'est en plein boom, tous les gens qui te lancent sur Instagram, te lancent sur LinkedIn et tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, valide ou pas ? je valide. En plus, ça, si ça, il y a de l'oseille. C'est pas juste là pour faire 100 balles. Mais... Je pense qu'il y a de l'oseille si tu vas dans le privé, donc si tu vas dans les boîtes privées. Par contre, si tu vas dans les instituts publics, il n'y a pas beaucoup de... Non, mais si tu t'associes avec des indépendants, tu prends une partie de leur business parce que tu leur gères leur tunnel d'acquisition, de vente et tout, tu vois. Parlez-vous après les... Mais là, quand tu vois qu'il y a des chaînes YouTube qui cartonnent de ouf de vulgarisation scientifique en long, en large et en travers, même au-delà de la santé, tu te dis que, en fait, je suis sûre que ça doit mettre dans la tête de d'autres scientifiques qui devraient y aller. Moi, j'aime bien regarder une chaîne d'un mec qui fait des recherches dans les mouvements de foule, quoi. C'est improbable, mais sa chaîne, elle est super, c'est Fulloscopy. Et tu vois, je pense qu'il y aurait d'autres gars qui font des recherches qu'en fait, ils intéresseraient de ouf les gens, mais ils savent pas faire. Mais c'est vrai que le petit X, c'est ce que tu dis, c'est le persona. Si c'est le chercheur lui-même, s'il est mal payé au lance-pierre, comme c'est parfois votre cas, il faudrait que ça soit payé par la boîte. Enfin, tu vois, il y a faut creuser la niche. Qui va payer, quoi ? Qui va payer la presta ? Ok, clair. Trop bien. Hugues ? Sinon, à la commission. Tu travailles gratuit et tu prends des coms. Ok. Je n'ai pas encore réfléchi à ce genre de modèle. Non, j'ai pas du tout le temps de le faire, mais c'est vrai que tout le temps, toutes les semaines, j'ai au moins un scientifique sur LinkedIn qui m'envoie un message. Tu devrais faire de l'affiliation vers la future personne qui fera ce service. Clairement. Donc allez, lancez le truc et Océane vous envoie du client. Là, allez, hop, hop, hop. Moi, je suis très partisan, on n'a pas parlé aussi mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu débutes. Moi, je suis très partisan du modèle. Et d'ailleurs, en France, c'est très mal vu, mais moi, je m'en fous, je le dis, mais de commencer à bosser gratuitement. À un moment donné, personne te connaît, personne sait ce que tu vaux. Il y a d'autres mecs qui sont meilleurs que toi sur le marché, qui sont au même prix que toi. Je suis désolé, si à un moment donné, tu fais pas l'effort. Moi, au début, j'ai fait des trucs gratos, tu vois. Et c'était pas je me sentais pas comme un chien. Je me suis dit, attends, c'est peut-être la logique des choses. Pour faire ton portfolio, c'est juste quoi. qu'en France, c'est super mal vu. Non, tu te rends compte si tu commences à travailler gratuitement. Mais je sais pas, de travailler gratuitement pendant 2 ans. Tu peux juste faire un test, tu prends un client. Nous, on fait des trucs, pour ceux que ça intéresse, on fait des tunnels d'acquisition pour des sociétés, donc pour des leads qualifiés, avec des systèmes de webinaires de mise en place notamment, ou des VSL, etc. On leur dit, écoutez, nous, on pense qu'il y a une opportunité avec vous. On sait que ça a des coûts. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire un accompagnement de 3 semaines. On vous met en place un webinaire, tout un tunnel de vente gratuitement. On se partage les coms sur ce truc gratuit. Si à la fin, ça marche,
on se pose autour de la table et on regarde c'est quoi l'accompagnement mensuel et ce qu'on peut faire au niveau des COB, fixe plus variable. Mais on y va gratos, parce qu'à un moment donné, les gens ils vont pas poser 15 000 sur la table comme ça, parce que nous, on débarque. Tu vois. Il faut oser à un moment donné y aller. Et là, je pense qu'il y a des bonnes idées qui ont émergé. S'il y a des gens qui s'en sentent capables, ben, tu y vas, tu prends des scientifiques et tu leur dis, écoutez, j'ai une idée, je vais vous vulgariser votre formation. Par contre, je peux rien vous garantir, j'y connais pas, je tâtonne aussi, je débute. Bah, je fais ça gratos. Par contre, quand on lance votre formation, votre newsletter, bah, on fait 50-50 sur les revenus. Et son premier gars, c'est gratuit. Puis après, tu as l'étude de cas clé pour dire à un deuxième, bah, moi, j'ai déjà fait ça avec un tel, maintenant, je fais payer. Ouais. J'ai fait ça pour The French Virologist. Vous la connaissez, elle a 1 million d'abonnés maintenant payants sur Substack. C'est moi qui l'ai aidé à ses tout débuts. Trop bien. Hugues, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu as abandonné comme projet et qui serait rentable encore aujourd'hui? Je pense qu'il y a bien moins de potentiel que ce qu'on a vu là. Mais non, je faisais un truc il y a quelques années, ça marchait très bien. En fait, je fournissais des fichiers de leads qualifiés. Donc maintenant, on le fait en mode agence, etc. Mais avant, je faisais ça aussi parce que scraper LinkedIn, c'est hyper simple, sauf qu'il y a plein de gens qui ne savent pas le faire. Je proposais mes services sur Mal, Fiverr et compagnie, et je faisais plein de micro-missions comme ça. Mais tu gagnes vite fait 200 €, mais en 5 minutes, en fait. C'est-à-dire que j'ai un exemple en tête, un directeur de musée italien qui me contacte sur Fiverr, qui me dit « j'aimerais bien contacter... Enfin, j'ai des trucs à vendre sur les directeurs de musées français, est-ce que tu peux me les extraire ?» Je prends un logiciel, j'extrais les directeurs de musées en France. Ça m'a pris 40 secondes, j'ai rien fait, et je lui donne un fichier Excel de 200 leads. Il me paye 1 € la ligne. Ouais, t'as juste les outils à payer de scrapping, quoi. Ouais, ça coûte rien. Et puis même, Tu sais qu'il y a des gars comme ça sur Fiverr ou d'autres plateformes, ils ont vendu ce service-là et en plus, après, externalisé à un mec offshore pour faire les scrappings. Donc, eux, ils prennent... Enfin, c'est fou, quoi. Donc, ça, oui, je suis d'accord. Simple et éternel parce qu'on a toujours besoin de clients. Donc, ça a rien changé. C'est pas les réseaux sociaux, machin. LinkedIn, t'as toujours besoin de leads. Donc, OK, ça marche. Sarah? Bah moi, en fait, par complet absence de temps et souci de me concentrer sur un truc, en fait, j'ai Power Ta Carrière en français, donc vers le marché francophone. Il y a beaucoup de contenu anglophone qui est un peu similaire comme ça sur développer sa carrière pour les femmes et tout, mais quelqu'un pourrait carrément lancer la chaîne espagnole, quoi. Parce que les hispanophones sont très très nombreux dans le monde, que tu peux vraiment t'adresser à beaucoup de personnes et que en fait il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment beaucoup de gens sur le dossier, quoi. Donc et c'est ainsi que naquit Power Ta Carrière franchise internationale, worldwide. Bien joué, ça. Tu te clones pas avec une IA et tu clones ta voix en espagnol et tu vois, c'est ça. Le truc d'après, c'est que il y a des gens maintenant qui ont commencé à me parler ça en me disant en fait tes vidéos, tu pourrais juste les faire doubler par une là, IA. s'il y a quelqu'un qui se sent à l'aise, il est freelance, il vient proposer ses services et il met Sarah en espagnol, en italien, en polonais, en turc, dans toutes les langues. Et les formations pareil, et après c'est tout bon. Exactement. On a un groupe international. Mais est-ce que t'as pas un problème? Parce que moi j'ai ce souci-là avec ma newsletter qui est en français et je suis aux États-Unis où je pourrais très bien, comme je suis bilingue, je pourrais très bien la faire en anglais aussi. Mais j'ai un problème culturel. Moi. C'est qu'il y a des questions qui se posent, que les Français se posent, que les Américains vont pas se poser et vice-versa. Et des recommandations, par exemple, de santé qui sont différentes. Est-ce que toi, t'as pas une barrière culturelle ou... Dans une certaine mesure, mais clairement pas autant que ce qu'on pourrait imaginer. Parce qu'en fait, dans une certaine mesure, la négo, ça se mène pas exactement de la même manière partout. Mais il y a aussi des fois qu'on a un peu ce syndrome de l'expert en se disant « Ouais, mais en fait, tu vois, t'as cette petite différence et ce petit truc. » Et en fait, quand tu parles aux gens, ils ont pas du tout les bases, en fait. Donc, les bases, elles peuvent être assez universelles, tu vois. Puis même si c'est ton 80-20, tu prends ton 80% de contenu qui match, tu vois, et les 20% de spécificité, tu le verras plus tard, quoi. Trop bien. Bah écoute, moi, je ressors mon animation de webinar. Donc là, ce que je faisais, c'est que j'animais des webinars, qui est quand même un bon moyen de trouver des clients en B2B parce qu'il y a à peu près 15% de conversion, donc c'est un des meilleurs moyens de convertir. Et en fait, les webinars, ça fait super peur aux entreprises parce que les mecs sont nuls. Enfin, tu vois, les mecs en corporate. Alors, les webinars, c'est hyper chiant. C'est genre, venez découvrir notre produit, machin. C'est le post LinkedIn. On est au stand salon machin, au stand B12. B12. Cher réseau. Et moi, je prenais l'angle podcaster. Donc, je choisissais un sujet éditorial intéressant. Par exemple, les 10 trucs, les 10 tendances de la direction des achats en 2025. C'est un truc un peu un titre irrésistible. Les gens venaient, je prenais des guest stars, j'animais, et à la fin, je vendais la boîte et ils avaient des leads. Et donc, du coup, s'il y a des podcasteurs dans la salle, c'est une façon de recycler ses compétences de podcast, parce que toi, t'aimes bien être au micro. Voilà. Et je vendais ça 2500 € le webinar. Donc, rentable, non ? Voilà. Voilà. Donc, comment recycler son podcast et en faire des sous indirectement. Racontez-nous alors si y a une de ces idées qui vous plaît. Si vous êtes en plein pivot aussi, c'est peut-être le moment. On passe dans les commentaires, on vous aide. Et justement, vous pouvez aussi
en commentaire, commentez SAV avec votre question, votre problème du moment, votre galère, etc. Comme ça, on y répond. Et à chaque émission, on choisit une question pour vous aider, la Solo Nation, à vous en sortir. Et justement, c'est parti. Je vais vous présenter la question du jour. Let's go! Alors, aujourd'hui, dans le SAV des solos, nous avons la question suivante. Ça concerne bien sûr notre thème. Je vous la lis. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial quand le premier ne permet pas de gagner assez d'argent, mais qu'on ne veut pas le jeter à la poubelle? Donc, merci My Happy Tribu pour ta question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent un peu le truc de ça devrait être un pivot, mais c'est pas un pivot. Vas-y, développe un petit peu, Sarah. En fait, à moins que... J'allais dire ça, mais même pas. Et je parle sous le contrôle de mes collègues ici présents qui en savent plus que moi. Mais du coup, si vraiment tu as une autre idée et que l'idée actuelle, elle marche pas trop, qu'est-ce qui t'empêche en fait de pivoter ton idée actuelle dans la direction de ta deuxième idée pour cheminer dans ce sens-là, plutôt qu'en fait faire à la fois un saut et en même temps rester sur place. Ça commence à ressembler au grand écart de JCVD, ça. Ah, je savais, je l'attendais, la ref, Sarah. Vous êtes deux JCVD autour de cette table. Ouais. Donc, je me voilà. contrôle, hein. Je suis sous contrôle. Non, mais là. vas-y, tu non, peux, mais tu moi, peux te lâcher. je pense qu'il faut faire attention au syndrome de l'objet brillant, je l'ai dit en français. Parce qu'on a vite fait de passer, et j'en vois des gens qui passent, ils regardent ce que font les autres. Ah, tiens, ça marche bien, je vais lancer ça aussi, je vais lancer ça. Et en fait, ils lancent 15 000 trucs en même temps. Plus parfois, c'est pas eux qui les lancent, c'est d'autres gens qui les lancent. Et après, ils sont là, ça marche pas. Oui, mais en fait, peut-être qu'il faut se mettre à fond dans un truc pour vraiment que ça fonctionne, parce que souvent, c'est pas des petits projets, quoi. Il faut se méfier un peu de donc ça. toi, tu dirais, alors on connaît pas tes motivations, donc c'est vrai que sans connaître ton business et tout, on fait avec les informations qu'on a. À voir si c'est pas trop le truc un peu shiny, où justement tu t'es dit, mon business me saoule, je gagne pas d'argent et je jump là-dessus. Hugues, un avis? Ouais, je pense une réponse. En fait, il y a pareil, pas trop de réponse. Il faudrait vraiment avoir la personne qu'on puisse échanger pour faire un truc assez précis et qui ait de la valeur. Mais là, comme ça, chaud, je dirais, j'ai tendance à dire aux gens, faites-vous confiance aussi sur des sujets. Moi, je me considère multipreneur. Moi maintenant, mais j'ai encore quelques années lancé, pas 1000 trucs, j'abuse, mais j'avais peut-être 4-5 trucs sur le feu et j'avais 1 ou 2 gros piliers de revenus et je bidouillais à côté. Et je me disais, non, en vrai, là, j'avoue que je me disperse, c'est trop. Et j'ai eu tendance à recentrer. Je suis revenu sur 2, mais en fait, les deux sont quand même très connectés, à savoir les réseaux et une formation qui se vend par mes réseaux. Donc, il y a une vraie symbiose, tu vois. Mais pour autant, là, je suis en train de repartir sur un SaaS parce que ça m'anime profondément, j'y crois, mais je vais garder mes 2 piliers parce qu'aujourd'hui, je vis sur ça. Pour autant, je vais aller un peu gratter à droite un autre truc, mais je peux pas non plus, tu vois, orienter mes 2 premiers trucs sur l'autre. Mais tes trucs, ils marchent, du coup. Du coup, j'aurais tendance à dire, va gratter, mais c'est pareil, je sais pas, ça veut dire quoi qui marche pas vraiment? Est-ce que c'est faire 50 € par mois? Est-ce que c'est faire 900 ou 1002, tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est 5000? Ça dépend des revenus de chacun, ce qu'ont les ambitions. Ça dépend aussi combien de temps ça fait. Est-ce que ça fait 5 ans que tu es sur le dossier? Est-ce que ça fait 3 mois, tu vois? Parce que si ça fait 3 mois et que tu fais 1002 et que tu te dis, ouais, ça marche pas trop, non, parce que là, t'es qu'au début dans l'entrepreneuriat, 3 mois, c'est rien. C'est trop compliqué, mais j'aurais tendance à se dire, faites-vous confiance. C'est pas non plus grave d'aller tester, mais faut pas que vous testiez un truc tous les mois, quoi. C'est ça. Moi, je pense, My Happy Tribu, ce que je vais te conseiller, c'est peut-être aussi, comme tu disais, Hugues, moi, j'ai la stratégie diversifiée. Donc, pour moi, c'est complètement OK d'avoir des projets loisirs et d'avoir des projets rentables. Donc aussi, si tu penses que ton projet du moment, il a 0 potentiel, genre ça fait 5 ans que tu es dessus, tu grindes, ça marche pas, tu fais pas de thunes, c'est peut-être juste un projet loisir. Et moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ont, par exemple, une association à côté, tu vois, ou un podcast plaisir, une newsletter, juste pour écrire leur journal intime, tu vois, mais c'est pas pour sponsoriser. Et quand on sépare les choses, peut-être que tu prendras plus de plaisir dans ton projet plaisir, sans te dire, putain, ça me paye pas, c'est chiant. Et du coup, que tu te mets plus à fond sur ton projet thune, et notamment quand on est freelance. Franchement, moi, je trouve qu'on peut facilement caler un projet plaisir à côté pendant 1 jour par semaine et 3-4 jours de mission bien payés. Et justement, quand c'est que rémunérateur, moi, je trouve qu'il y a un petit côté bien, c'est que tu cherches des missions bien payées, tu fais pas de surqualité, t'es pas dans le sacrificiel comme c'est ma passion, comme c'est ma mission sur Terre, je passe ma vie à bosser. Donc, je sais pas, ça compartimente un petit peu. Moi, j'ai pas de projet loisir parce que les loisirs, c'est le tennis, tu vois. Mais ouais, okay. Parce que ma façon de compartimenter, c'est même si j'aime le taf, ça reste le taf. Je suis pas très croyante dans la dimension
si tu trouves un taf que tu aimes, t'auras jamais l'impression de travailler de ta vie, tu vois. C'est clair. Donc du coup, c'est Moi pour non ça plus. que je suis très contente d'avoir à côté des trucs où c'est vraiment pas du boulot, parce que je suis pas prête ni pour Wimbledon ni pour Roland Garros, tu vois. Là, c'est sûr que ça va rien devenir du tout. Après, c'est possible aussi de ce que les Américains disent, tu sais, tu balances des spaghettis au mur, tu regardes lequel s'accroche là. Tu peux aussi poser un peu ton projet, le projet initial qui marche pas de ouf, et après lancer des spaghettis au mur avec d'autres projets et voir s'il y en a un qui accroche mieux. Oui, si mais c'est ça. très vite. Je pense Mais que- il faut y Par aller, contre, moi, faut y j'irais aller. Et vraiment j'allais en dire, mode faut y à aller. fond. Faut Parce que si tu fais bombarder. l'entrepreneur encore débutant, alors que ça fait que la personne que j'ai entrepris, là maintenant, vas-y à fond, tu testes ton idée très vite, tu prends 10 mecs là sur LinkedIn, tu demandes si tu peux faire des calls, tu leur parles de l'idée, tu vois les retours, si tu te fais fracasser ou non, tu prends des pubs, tu lances des pubs et tu vois. Moi, je vais donner l'exemple d'un pote monstrueux, parce qu'il a créé un empire là, mais je l'ai connu, il était en mode, il faisait des pizzas, bon, il était pas pizzaiolo, mais son pizzaiolo avait lâché, mais il était en mode d'essayer de créer un concept de restaurant pizza et après de le franchiser. Et en fait, le mec venait de l'automobile et à un moment donné, ça le saoulait. Il s'est dit, tiens, je vais faire une franchise automobile. Et il avait même pas de structure, rien. Il lance une pub juste en mode devenez franchisé, automobile, gagnez 3 000 € par mois. Tu vois, il teste. Et en fait, il trouve son premier gars, puis deux, puis maintenant, aujourd'hui, il fait 100 millions de chiffre d'affaires. Il veut viser une cotation en bourse dans 5 ans avec 1 milliard de valo et tout. Et le mec, pourtant, de base, il était pizza et n'importe quel gars lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Rien à voir. Mais il est allé hyper vite. Il s'est dit, tiens, j'ai une idée. Pub Facebook avec un Canva fait en 30 secondes. Il a regardé, il a dit, il y a des mecs qui prennent des rendez-vous dans mon agenda pour appeler pour en savoir plus. Le gars, il avait une vraie expertise dans ce milieu-là, parce qu'il avait fait 15 ans là-dedans. Et en fait, il est revenu à ses premiers amours, mais par contre, il faut aller vite. C'est pas genre, je fais une franchise, pendant 6 mois, je trouve un avocat fiscaliste qui me fait des statuts. Après, je vais faire le salon de l'automobile, le salon de la franchise, et 3 ans plus tard, en fait, t'as créé la structure, mais t'as toujours pas un gars qui a payé quoi que ce soit. Mais parce que là, là, du coup, t'as le problème du grand écart. Parce qu'en plus, t'as un pied dans un truc qui marche pas, te paye pas. Parce que quand ça marche, tu peux toujours lancer un deuxième truc. Mais quand t'as un truc qui marche pas et que t'essayes de lancer un autre truc, et qu'en plus, enfin, peut-être mon côté ingé encore, mais il y a le côté, moi, je ferais bien un post-mortem, tu vois. Pourquoi ce truc qui marche pas? Parce que si c'est par exemple, en fait, l'idée elle est bonne, mais t'as des soucis de marketing et que tu vas sur une autre bonne idée, mais que tu sais toujours pas faire ton marketing, bah, tu vas avoir des galères, quoi. Après, là, c'était pas marche pas, c'était marche pas trop. Ouais, C'est vrai, c'est ne tu permet vois, pas de gagner assez d'argent. Et bon, en tout cas, moi, je dirais ça pour conclure My Happy Tribu, c'est prends toutes les compétences que tu as développées avant, en fait, pour aller plus vite tester ton idée numéro 2. C'est sûr que là, tout de suite, tu dois faire confiance là, à ton flair. Est-ce que tu vois de l'attraction? Est-ce que ça part dans le bon sens direct? Ou est-ce que, au contraire, comme ton premier projet, déjà, ça commence à peut-être pas te rémunérer tout de suite? Après, comme tu disais, diversifier. Moi, j'ai 2 sources de revenus. J'ai la newsletter, mais j'ai aussi mes sponsors sur Instagram. Donc, tu peux très bien, si le truc ne prend pas tout ton temps, ça prend que la moitié du temps. L'autre moitié du temps, tu peux avoir un autre truc, un side en plus. Et qui, les deux ensemble, ça fait peut-être un revenu C'est complet. ça. Là, il faut de tout. Il y en a qui aiment bien un plat unique, d'autres des tapas. Moi, je suis plus team tapas. Mais voilà, raconte-nous si ça t'a aidé. Et puis, tu peux compléter un peu sur ton business model en commentaire. Participez au prochain SAV en postant SAV dans les commentaires et on vous aidera. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que même après plus d'1 million d'euros cumulés de chiffre d'affaires autour de cette table, le doute ne s'en va pas complètement. C'est pas un bug système, en fait. C'est tout simplement une étape nécessaire dans l'entrepreneuriat. Donc, si cette émission t'a touché, t'a marqué, t'a plu, abonne-toi, like. Envoie-la à un pote aussi, peut-être, qui est en pleine traversée du désert. Ça lui fera du bien de savoir qu'il n'est pas seul. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, merci énormément d'avoir été avec moi et d'avoir partagé en toute vulnérabilité vos coulisses de solopreneur. Merci d'avoir été avec nous sur Solo Nation et surtout, continue à avancer, même dans le creux de la vague. Tu n'es pas tout seul, nous sommes des millions, nous sommes une nation, c'est la Solo Nation. Allez, salut, bon courage à vous tous les solos et à la prochaine. Ciao, ciao. Solo Nation, Solo Nation.